Bonjour, ici François Allard-Odette, conseiller familial. Et Michel Mardelly, intervenante jeunesse, et vous écoutez Placote à Bagotte. Aujourd'hui, on reçoit Sarah Hamel, psychoéducatrice, conférencière et auteure. Bonne écoute! Bon matin, Michel. Salut François! On fait quelque chose de spécial aujourd'hui. Vraiment. Comme on l'a dit, on reçoit Sarah Hamel aujourd'hui, puis moi, je suis vraiment fébrile. Ouais, puis Sarah Hamel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu une genre de superstar de l'intervention. Là. C'est la Céline de l'intervention. Ouais, c'est la Céline, c'est une popularité incroyable sur Facebook, entre autres. Là, on parle de 150 000 abonnés et plus. Ouais, 150 000 abonnés, c'est 150 000 parents qui se sentent moins poches d'être parents puis qui comprennent que, dans le fond, ce qu'ils font, c'est pas tout à fait faux, tu sais. Mais, hein, puis, tu sais, personnellement, moi, j'utilise les genres de petites capsules comico-éducatives que Sarah Hamel met sur Facebook pour... comment là je vais dire quelque chose, ça va paraître un peu rough là, mais c'est un peu pour donner des munitions aux jeunes parents pour expliquer à leur belle-mère et à leur mère que hey maman, belle-maman, on fait plus ça comme ça. Maintenant on se dirige vers là, tu sais. Au niveau de l'accompagnement des émotions, au niveau de prendre plus son temps avec les enfants. On dit pas que ce qui se faisait dans le temps, c'est tout faux pis c'était pas bon. Exactement. Mais on a plus de connaissances aujourd'hui qui ça fait juste plus de sens. Exactement. Puis, tu sais, la manière dont Sarah Hamel l'apporte, c'est justement, comme tu l'as dit, comico. Donc, vraiment avec humour, avec « Hey, tu sais quoi, je suis pas là pour te chicaner puis dire que ce que tu fais comme parent, c'est pas bon. » C'est plus la dernière fois, une de ces super capsules qui est « Il y a une crise du bacon dans l'épicerie, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour réagir à ça? Comment je peux remplacer une belle phrase que je dis souvent par quelque chose de plus constructif qui va m'aider à passer à travers la crise et même parfois même l'éviter. Puis c'est un peu ça qu'on travaille avec elle aujourd'hui puis qu'on va aller explorer pour qu'elle nous donne plus de jus, plus de concret pour les parents. Exactement. Puis aujourd'hui, les deux gros sujets, mettons, le gros sujet parapluie, ça va être les grands changements dans la vie des enfants. Exactement. Puis si on pense au mode de vie militaire, c'est les mutations puis les absences. Ouais. Puis ce qu'on va faire avec elle, c'est qu'on va aller vraiment étudier le volet parent, donc à l'extérieur du mode de vie militaire, puis ensuite aller le connecter avec les défis de la vie militaire parce que avant tout, vous êtes aussi juste des parents. Puis là, je dis juste là, mais c'est une belle job à temps plein pas payé. Puis avec parfois pas beaucoup de gratification. Exactement. Gratitude? Gratitude. Ouais. Gratitude. Mais c'est ça, donc c'est de voir comment est-ce qu'en tant que parent, vous êtes capable d'être mieux outillé pour pouvoir passer à travers différentes choses, ou même parfois, les chances sont que vous faites tout de bon à au moins 95%. C'est quoi le petit 5% qu'on est capable d'aller améliorer? Absolument. Comme tu le dis souvent, là, on est bons parents à... ce que je dis souvent, c'est que les enfants ont besoin d'un bon parent 80% du temps. On a tous le droit à notre 20% de parents poche. Ouais. Ce 20%-là, tant qu'on le dépasse pas, on va pas scraper toutes les belles routines qu'on a faites, toutes les belles attitudes qu'on a avec nos enfants. Nous autres aussi, on a des mauvaises journées. Nous autres aussi, des fois, on lève le ton, on sac, ou des fois, on fait juste pas intervenir. Ouais. Mais ça fait du bien de savoir qu'on a tous droit à ce petit lousse-là, tu sais. Ouais, puis à travers ça, moi, avec les enfants, quand je parle avec eux, ce que je leur dis, c'est tes parents sont pas parfaits et s'attendent pas à toi de la perfection non plus. Exact. Donc les attentes de perfection, on n'est pas là en tant qu'unité familiale. On veut le meilleur pour chacun et pour l'un et l'autre, mais c'est ça. Donc, auteur de 2 livres, Sarah Hamel. Oui, Le Petit Pou d'Amérique et Le Petit Pou d'Amérique 7 à 12 ans. Ouais. Qu'on a ici au CRFM, là, qu'on utilise beaucoup avec les parents d'ailleurs. Là. Ben oui, c'est vrai. Puis, en fait, on vous invite à vous joindre à notre discussion. Sarah Hamel n'est pas avec nous aujourd'hui, elle est avec Zoom. À distance, elle est avec Zoom. À chill. Elle est chez elle. Nous, on est chez moi. Puis on se rejoint via l'Internet. Ah, l'Internet. Puis donc, c'est ça, notre conversation commence là sans plus tarder. Puis on y va ainsi. On va partager un bon moment avec elle. Bonne écoute. Sarah Hamel, bonjour. Merci d'être avec nous à Placote à Bagotte. Allô! Votre nom, c'est le meilleur. Ah ouais? Ça, c'est le fruit de plusieurs grosses minutes, voire heures de brainstorm. Puis ça a payé. Ouais, puis le mauvais jeu de mots, là.
Hey, Sarah Hamel, psychoéducatrice, comme je disais tantôt, psychoéducatrice, c'est pas ton nom de famille. Non, c'est mon titre. C'est ton titre. Dans l'imaginaire collectif, on entend ça, mais j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui connaît cette job-là, ce titre-là. Ça fait quoi, ça, psychoéducateur? Ouais, on entend moins souvent que travailleur social, tu sais. C'est une bonne question parce que c'est tellement vague, hein, ce que ça peut faire un psychoéducateur, une psychoéducatrice. Dans le fond, nous autres, là, ce qui est commun à tous les psychoéducateurs et psychoéducatrices, c'est le fait qu'on est des spécialistes des difficultés d'adaptation. OK. Mais à partir de là, tu sais, on peut autant travailler avec un adulte qui souffre de dépression puis qui a besoin de s'adapter à sa réalité pour demeurer fonctionnel malgré ses défis. Ouais. Qu'on peut travailler aussi avec un jeune qui a un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme puis il a besoin de s'adapter à sa réalité pour être fonctionnel. Fait que tu sais, c'est ça. C'est super large. On peut travailler dans les CPE, les garderies, au centre jeunesse, tu sais, pour la clientèle DPJ. On peut travailler en CLSC. Moi, j'ai travaillé longtemps en CLSC. Fait que c'est très, très large. Puis on peut travailler avec des personnes âgées aussi, en perte d'autonomie, mettons, tu sais, puis qu'on doit justement les aider à s'adapter à leur nouvelle réalité. Fait que c'est ça. Ce qui est toujours commun, c'est la difficulté d'adaptation. Ouais. Puis toi, au CLSC, concrètement, c'était quoi ton département, ton poste? J'en ai fait beaucoup. J'ai fait jeune en difficulté, là, qui était 0-17 ans. J'ai fait stimulation précoce, donc des enfants qui avaient des retards de développement. J'ai fait le programme de soutien au CPE et garderie. Donc là, j'étais uniquement attitrée au CPE garderie, puis je venais en aide aux éducatrices pour mieux comprendre les petits cocos qu'il y avait dans leur groupe qui leur présentaient des défis. Puis c'est ça, je pense. Ouais. Puis j'étais au guichet d'accès. C'est pas le plus intéressant. Si les gens pouvaient avoir ta face, je pense qu'ils comprendraient tous. Ça, c'est quand j'étais enceinte, là. Ils m'ont relocalisé là pour éviter les coups de pied dans la bédaine. C'est souhaitable, c'est correct. Puis, dans tout ça, y a-t-il quelque chose qui t'a plus parlé? On dirait que j'ai ma petite idée, là, considérant que le produit que tu offres en ligne maintenant, j'ai l'impression que je te laisse aller, là, mais moi, ce que j'ai vraiment le plus trippé, mon poste préféré, ça a été le soutien au CPE garderie. J'ai vraiment trippé là-dessus. D'aider un adulte à voir au-delà du comportement, tu sais, de prendre le temps d'observer, de mettre le doigt sur qu'est-ce qui marche pas, puis de soutenir l'adulte dans ce processus-là d'analyse, de pas juste être dans la réaction face au comportement, mais de se positionner en posture de curiosité pour voir qu'est-ce qui peut se cacher là-dedans. C'est ça, là, moi, j'ai vraiment trippé à faire ça. C'est tellement intéressant, justement, ce que tu dis de curiosité plutôt que réaction, parce que c'est tellement facile de juste réagir, parce que les enfants vont venir nous appuyer sur des choses que des fois on va juste être en réaction, puis on va donner, François le dit souvent, tu sais, on va donner un spectacle à l'enfant, mais finalement c'est pas ça qu'il faut faire, tu sais, c'est d'aller se mettre en coulisses puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière. Puis exact. Ça me parle. Mais excuse, vas-y. Puis là, j'allais parler, bon, il y a ton ancienne vie, le CLSC. Il y a un peu ton rebirth. Là, mon Dieu, c'est donc bien aidé tout d'un coup. Là. Le phénix qui est Ramel comme renaît de ses cendres, mais cendres, elle était pas... j'étais pas loin d'être morte. Pour être bien honnête, là, quand je suis partie du CLSC, je suis partie parce que j'étais en congé de maternité. Je partais en maternité, puis... j'étais à ça du burn-out, là. Vous le voyez pas, là, mais je montre avec mes doigts un petit espace, là. J'étais vraiment, là, j'étais épuisée. Parce que, tu sais, j'étais à Montréal-Nord, puis c'est une clientèle qui est, tu sais, multi-traumatisée. Mais en tout cas, la clientèle que j'avais dans mon caseload était polytraumatisée. C'était des gens qui avaient des lourds parcours de vie, puis c'était pas facile. Puis autant j'ai adoré travailler avec eux, puis ça m'a tellement fait grandir comme humaine, là, puis comme professionnelle, mais c'était épuisant, c'était vraiment drainant. Puis à l'époque, j'étais pas capable de mettre mes limites, fait que j'étais toujours en overtime, j'en faisais toujours plus, puis tu sais, je portais le bien-être de ces petits enfants-là sur mes épaules, puis ça m'a amené à bout.
Fait que j'étais pas loin, là, d'être brûlée, là. Puis là, ce qui nous amène, suite à la naissance de ton enfant, à une opportunité que vous avez eue de venir au Saguenay. Oui, c'est ça, exactement. Quand j'étais enceinte, mon chum, il m'a comme planté cette graine-là d'idée, là, hey, on pourrait peut-être déménager au Saguenay, non. Puis là, cette graine-là a germé, puis là, il y a eu la pandémie. Ouais. Puis là, on était de toute façon isolés. On savait pas pour combien de temps. Moi, j'ai accouché en mars 2020, fait que c'était pas mal là. C'était pas mal là. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, l'isolement, j'y ai goûté en tabarouette. Puis là, ben, c'est ça. On a décidé de faire le move. Mon chum pouvait avoir une opportunité de promotion en transférant au Saguenay. Ouais. Fait que, ben là, tu sais, il était en jeu vidéo, là. Il était pas militaire, lui. Ouais. Puis c'est ça. On est déménagé là. Quand ma fille avait 10 mois. Puis je connaissais personne, tu sais, fait que, tu sais, en plus, congé de maternité, j'étais à la maison avec mon bébé, là, tu sais, à un moment donné, le temps commence à être long, puis ça donne que c'est à cette période-là, à cause de mon ennui, que j'ai eu le flash de commencer à faire des capsules sur Facebook puis Instagram pour me divertir. Dans le fond, tu sais, c'est vraiment sa partie de l'inside, c'est vraiment de l'intérieur, là. J'avais ce besoin-là de créer puis de faire des affaires comiques, tu sais, de m'amuser, dans le fond, puis de continuer à utiliser l'information qui bouillonnait dans mon cerveau, mais que je pouvais pas utiliser parce que j'étais en congé, justement, en congé de maternité. Fait que c'est de même que ça a commencé. Puis ça a fait boule de neige. Ouais. On dirait que t'as comme rejoint tes deux passions qui, ben, t'as quand même un volet assez humoristique, là, puis pépé, mettons, là, tu sais, de bonne humeur, avec l'accompagnement que tu faisais peut-être pour les éducatrices, mais maintenant, tu le fais à même pour les parents directement, tu sais. On dirait que ça se transpose, là, énormément. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai toujours aimé ça, tu sais, faire de l'animation, tu sais, je faisais pas d'animation de spectacle, là, mais de l'animation de groupe, là, de parents, puis fait que ça, j'ai toujours aimé vraiment ça, tu sais, transmettre les connaissances, puis je trouve que pour moi, c'est la mission est plus grande que juste le plaisir que j'en tire, là. Pour moi, c'est une question de santé publique, de diffuser cette information-là. Tu sais, c'est vraiment important qu'on mette à jour les connaissances des gens qui gravitent autour des enfants parce que on est tellement loin de ce qu'on croyait être bon pour eux, là, 10, 15 ans. La science a tellement évolué, les neurosciences nous ont amenés complètement ailleurs, puis je trouve qu'il y a encore un gros clash entre ce que la communauté scientifique connaît puis ce qui est encore fait sur le terrain. Fait que c'est ça comme l'espèce de drive que j'ai à l'intérieur de moi, c'est de réduire cet écart-là, de mettre à jour le plus possible les connaissances du grand public par rapport au développement de l'enfant puis à l'éducation. C'est drôle que tu parles de ça maintenant parce que tantôt dans l'intro, je disais, tu sais, moi dans mon travail, ça arrive souvent que j'offre ces petites capsules-là aux parents que je rencontre pour s'en servir un peu comme munition avec la belle-mère ou la mère, là, tu sais, qui est un peu... c'est ça! Qui voit un petit peu... c'est pas méchant, elle, cette belle-mère-là, tu sais, disons ça comme ça, là. Dans son temps, c'était le même. Puis c'est correct, faut pas se taper sur la tête non plus. Peut-être qu'il y a plein de choses qu'on fait maintenant que dans 30 ans, là, on va se trouver complètement stupide d'avoir fait ça. Là, puis c'est correct, tu sais, c'est ça la science, comme tu le nommais si bien, tu sais. Puis c'est ça, moi, j'offre ça aux parents de dire, check, fais lire ça à ta maman, là, tu sais. Ça va peut-être dénouer des situations fragiles, là, tu sais. C'est full un beau lien. Puis là, justement, là, aujourd'hui, notre sujet de conversation plus concret, c'était comment on fait pour accompagner les enfants pendant les grands changements. Puis j'imagine que là, tu vas nous en parler un peu, là, mais un peu, c'est le sujet de notre conférence, mais conversation. Mais un grand changement puis un petit changement, la définition peut tellement être différente pour un enfant. Tu sais, un grand changement pour certains enfants, ça peut être de changer de chambre versus un grand changement pour quelqu'un d'autre, ça serait de déménager complètement de pays. Enfin, est-ce que la notion de grand ou de grandeur de changement ça a-tu le même impact? Faut-tu se préparer de la même façon? T'sais, comment ça marche? Ben, dans le fond, là, tu sais, ce qui est important à comprendre, c'est que ce qui est à l'origine du bon fonctionnement de l'humain,
c'est notre sentiment de sécurité. Quand je dis sentiment de sécurité, c'est à la fois le sentiment de sécurité physique, sentiment de sécurité affective, puis notre santé. Parce que si je suis blessée, que je suis pas à mon top, ben je me sentirai pas en sécurité. Je me sentirai pas apte à assurer ma survie autant que si je suis au top de ma forme. Fait que ces 3 dimensions-là, c'est ça qui va être les déterminants principaux de tout notre fonctionnement. Parce que si je me sens pas en sécurité, ben là, toutes les ressources de mon corps vont être mobilisées à assurer ma sécurité. Puis si toutes mes ressources sont mobilisées à assurer ma sécurité, il reste plus de ressources pour développer des habiletés, pour être capable d'apprendre, pour être disponible à écouter des consignes, pour être capable de mémoriser, me concentrer, parce que j'ai plus de jus. Tout mon jus est utilisé à me sécuriser. Fait que ce qui arrive là, que ce soit des petits ou des grands changements, si ça vient ébranler le sentiment de sécurité, ben tout le fonctionnement va s'écrouler. C'est ça qui arrive. Puis l'affaire qui est un peu décourageante, c'est que ça prend pas grand-chose pour ébranler le sentiment de sécurité d'un enfant. Parce que une de tes capsules, je pense, c'est justement là avec le dinosaure là qui explique là on se fait plus poursuivre par des mammouths aujourd'hui là. Fait que dans ta tête, t'as l'impression que si t'as 4 murs autour de toi, puis t'as quelqu'un qui est là puis qui t'aime, ton sentiment de sécurité devrait être comblé, mais c'est un sentiment, ça peut tellement être propre à soi puis ça peut tellement changer rapidement, j'imagine. Ouais, ben tu sais, dans le fond là, parce que c'est ça, notre cerveau, il est programmé de la même façon que nos ancêtres. Le typou préhistorique puis le typou moderne, là, ils ont le même, tu sais, ils sont programmés de la même façon. Puis mettons là, si on regarde justement d'une perspective évolutionniste, là, de survie de l'espèce, la nouveauté, ben c'est synonyme de menace potentielle parce que nos ancêtres, il a fallu qu'ils se méfient de la nouveauté pour s'assurer que c'était quelque chose de safe. Tu sais, il a fallu que les typos préhistoriques se méfient des ours puis qu'ils n'aillent pas flatter la bédaine des loups parce que ça serait fait bouffer, tu sais. Mais merci à cette prudence-là, c'est ça qui a fait qu'on a évolué. Mais mettons qu'on transpose ça aujourd'hui, au temps moderne, quand on passe de la bassinette au lit de grand, qu'on change la configuration de la chambre, qu'on déménage, tu sais, quand l'enfant commence une nouvelle garderie, commence une nouvelle classe à l'école, ben il est dans un nouvel environnement. C'est nouveau, c'est des nouvelles personnes, c'est des nouveaux lieux, c'est des nouveaux repères. À partir du moment où on perd nos points de repère qui sont tellement sécurisants, puis qu'on doit s'adapter à des nouveaux points de repère, ben on est en défi d'adaptation, on est challengé dans notre sentiment de sécurité. Puis ça va mobiliser toutes nos ressources et donc ça nous limite l'accès à notre disponibilité à suivre des consignes, à être concentré, à apprendre à développer des habiletés, patati patata. Fait que c'est pour ça que quand on va avoir des changements, que ce soit des petits ou des grands. Moi, ma fille, elle a eu la gastro la semaine passée. Ben il y a eu une régression au niveau de la propreté. Ben ouais. Ouais, OK. Okay? Parce que son sentiment de sécurité a été ébranlé. Puis après ça, c'est moi qui ai eu la gastro. Fait que là, la personne qui était supposée assurer sa sécurité était vulnérable. Hey, ça fait peur en tabarouette. La personne qui est supposée assurer ma survie a de la misère à assurer sa propre survie. Fait que qui c'est qui assure ma survie, là? Fait que là, ça, c'est alarmant pour l'enfant. Puis comment que ça fait pour se sécuriser un enfant? Ben, par la proximité. Fait que moi, j'avais une cocotte, là, qui était collée sur moi, non-stop, que la nuit, elle venait se coller sur moi. Si je bougeais, elle se réveillait. Puis durant le jour, elle voulait que personne l'approche autre que moi. Puis ça, là, tu sais, bien souvent, on va dire, mais voyons, qu'est-ce qu'il y a là? Et puis là, go, là, faut que tu retournes faire des pipis dans la toilette. Puis non, je vais te mettre une boule là. Puis on va vouloir, tu sais, forcer là, l'enfant pour qu'il retrouve les habiletés qu'il avait. Puis ça, c'est important, tu sais, de garder en tête que les habiletés sont pas perdues. C'est juste qu'elles sont pas accessibles en ce moment parce que l'enfant est trop occupé à assurer sa sécurité. Il est en train d'assurer sa survie, là. Fait que les nouvelles habiletés, c'est pas sa priorité. T'sais. Ça me donne la chair de poule. Tu sais, tout ce 2 minutes-là que tu viens de dire au niveau de, tu sais, il est pas bien, cet enfant-là, là. Il a peur. C'est ça. Exact. Tu sais, nous autres, en tant que parents, ben, tu sais, tu jongles entre la bienveillance, puis oui, tu vas le coller, ton enfant, tu vas le rassurer. Mais nous autres, dans notre tête d'adulte qui va bien, là, après 5 minutes, c'est assez, là.
Ouais, puis en tant qu'humain... Exact! En tant qu'humain, t'as la gastro, t'as pas le goût d'être collé, t'as pas le goût... Tu sais, autant que tu l'aimes, ton enfant, que toi aussi, t'as envie d'avoir ta bulle. Fait que j'imagine que ça doit jouer dans la frustration interne de comme, voyons, tout allait bien avant, puis là, tout est en train de me tomber dans les doigts. Oui, puis c'est surtout que, tu sais, ça perdure dans le temps, tu sais. Nous autres, on s'est sortis de notre gastro, mettons, samedi passé. Ben, jusqu'à hier, on était mardi, jusqu'à hier, là, elle était encore à rejeter son papa, puis à rien vouloir savoir de personne, puis elle est super irritable, puis tout ça. Fait qu'on dit, mais voyons, là, tu sais, tout est supposé être correct, pourquoi qu'elle de même? Puis là, on aurait tendance à vouloir tomber dans la discipliner davantage, tomber dans des conséquences. Sortir un tableau récompense pour qu'elle retourne sur la toilette, tu sais. On tombe dans des stratégies qui visent à intervenir sur le symptôme, alors que c'est pas ça qui va fonctionner. Si j'interviens sur le symptôme, j'interviens en surface, là. Ça va... Tu sais, c'est exactement comme si quelqu'un tousse puis je fais juste lui donner une pastille pour la toux. ça va faire effet sur le coup, mais ça va pas guérir sa bronchite, sa pneumonie, là. Fait que, tu sais, si je veux justement régler le problème une bonne fois pour toutes, puis en fait, c'est ça, c'est de se dire, quand on regarde ça d'un œil développemental au lieu d'un œil comportemental, mais on se dit, OK, c'est juste normal ce qui se passe. C'est juste normal. C'est pas un problème qui a besoin d'être fixé. C'est normal. Elle s'adapte à quelque chose, là. Ses petites capacités adaptatives ont été challengées parce qu'elle s'est sentie insécure. Puis là, ben, elle est juste en train de naviguer, là, dans cette adaptation-là, puis ça va se replacer. Je fais juste avec de la connexion, de la patience, puis de l'accompagnement, ça va se replacer tout seul. J'ai pas besoin de sortir un tableau récompense pour qu'elle recommence à retourner sur la toilette. Ça va revenir tout seul quand son sentiment de sécurité va revenir. Fait que tu sais, c'est ça, là. Des fois, on veut fixer des affaires, on perçoit des problèmes, mais c'est pas vraiment un problème. C'est juste un symptôme de l'adaptation, puis ça va s'arranger tout seul. Ouais, puis ce que tu disais, là, tu sais, mettons, une approche développementale plutôt que comportementale, pour démystifier un peu, si je comprends bien, comportemental, c'est vraiment face au comportement que j'ai ici maintenant devant moi. Puis quand je veux y aller avec plus un développemental, une approche développementale, c'est comme on disait avant, c'est d'aller voir dans les coulisses de qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc, au lieu d'être devant le comportement puis de faire comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Il y a une crise ou, il y a une régression au niveau, justement, là, de la propreté. Je vais aller chercher c'est quoi le besoin derrière, peut-être, au lieu de réagir tout de suite devant le comportement. Fait que d'aller voir au niveau du développement. Est-ce que c'est juste pour redonner une image? C'est une bonne partie de réponse, mais j'ajouterais que dans une approche développementale, des fois, justement, il y a des comportements qui vont être inadéquats, OK? Qu'on le sait, là. Tu sais, mettons, un enfant de 2 ans qui mord. Ben, on le sait que on s'entend, c'est pas correct de mordre. Sauf que l'approche développementale va pas vouloir nécessairement casser ce comportement-là parce qu'on comprend que d'un point de vue développemental, c'est normal à cet âge-là. Son cerveau, il est pas suffisamment développé. Ses habiletés langagières pour être capable de nommer ses besoins sont pas encore suffisamment développés. Puis ça se peut que que sa colère ou que le fait qu'elle veuille quelque chose, whatever, que ça se manifeste en geste, donc en comportement qui est pas adéquat. Fait que de casser le comportement, ça va pas faire en sorte qu'un enfant va se développer plus vite, tu sais, il va pas développer des habiletés qui sont qui sont pas encore suffisamment acquises là pour être en mesure de faire autrement. Fait que c'est ça, on remet en perspective le comportement qu'on a devant nous. Puis justement, tu sais, même si mettons un enfant qui teste plus les limites, tu sais, pour être dans des exemples concrets, là, mettons que papa part pour un 6 mois à l'étranger, puis là, ben la maman elle trouve que l'enfant au début il commence à tester pas mal plus les limites. Ben on n'a pas besoin de sortir notre grosse autorité, c'est pas ça là, tu sais, c'est un symptôme qu'on voit. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller casser ce comportement-là puis de le ramener à l'ordre. Ben non, on va plutôt se dire ben c'est normal qu'il soit là-dedans en ce moment. C'est purement développemental. Il est insécure, il a besoin de se sécuriser par rapport au lien affectif là, qui est ébranlé avec papa, puis en intervenant à la source du comportement, justement, qui est le besoin d'être sécurisé par rapport au lien affectif avec papa,
ben là, on va voir le testage de limite qui va s'estomper naturellement sans même qu'on a eu besoin de l'adresser. Puis c'est... je sais pas si c'était dans... On reviendra après, mais moi j'entends déjà les familles dire « Ouais, mais là, à se gratter le coco, là c'est parce que ça fait 1 mois et demi, là. C'est quand que ça devient plus normal, là? Puis c'est quand qu'il faut que je mette un peu je pèse sur le gaz un peu pour c'est quand la limite du hey, mon petit coco, je laisse le temps, je le sécurise, mais Christy, que je suis brûlé, je suis écœuré, là. Faut que ça change. Tu sais, il y a quand le tipping point de cette affaire-là, là, tu sais, s'il y en a un. Ben, en fait, là, à la seconde où on voit que l'enfant a des manifestations comportementales, on se doit d'intervenir. C'est quand je dis c'est normal, puis il faut pas qu'on s'inquiète. En fait, c'est que c'est pas pathologique. Ça veut pas dire qu'on fait rien pour ça. Okay, il faut quand même qu'on step in, on prenne en charge la situation. Quand un enfant, justement, là, se met à vouloir beaucoup tester les limites, qui décide de tout, qui se transforme en mini-colonel, ça, c'en est un symptôme, OK, d'insécurité liée au grand changement. Ça, on le voit souvent. Puis ça, là, ce qui se passe, c'est que, dans le fond, quand on est très insécure, là, ben souvent, on va vouloir décider par nous-mêmes. Parce qu'on veut reprendre le contrôle, tu sais, c'est... Ouais, tu sais, quand t'as le contrôle, quand tu décides par toi-même, ben tu sais qu'est-ce qui t'attend. Puis ça, c'est sécurisant, la prévisibilité. Je comprends. Sauf que c'est un piège. Souvent, les parents, ils vont voir ça et dire, OK, ben, je vais lui donner plus de choix, je vais lui donner plus de contrôle, je vais lui en donner plus de jus, là, pour qu'il choisisse encore plus et qu'il y ait plus de contrôle. Gros piège. C'est pas ça que la nature a prévu. OK? Ce n'est pas ça que la nature veut pour nos enfants. C'est pas ça qui est sécurisant. Nos enfants, là, en fait, la nature, ce qu'elle a prévu, c'est qu'il y a une hiérarchie dans la relation parent-enfant. Puis c'est une hiérarchie qui est saine et bienveillante. C'est pas une hiérarchie avec un dominant puis un dominé. C'est pas un tyran qui décide de tout puis quelqu'un qui est soumis, qui subit. C'est pas ça. L'alpha bienveillant, là, OK? C'est comme ça qu'on l'appelle dans l'approche développementale. L'alpha bienveillant, c'est pas justement l'alpha, tu sais, de la meute de loups qui mange en premier puis qui grogne après les autres. C'est pas ça, là. C'est la personne qui a les responsabilités, qui doit protéger. C'est la maman canard, OK? La maman canard, là, avez-vous déjà vu une maman canard demander l'avis de ses bébés canards avant de traverser une rue? Avez-vous déjà vu une maman canard promettre des récompenses à ses bébés canards s'ils l'écoutent comme du monde ou bien les menacer d'une punition s'ils n'écoutent pas? Elle n'a pas besoin de ça, la maman canard, parce que elle a cette autorité naturelle-là. Mais cette autorité naturelle-là est possible juste quand on a la hiérarchie de l'attachement. Quand on a justement cette posture de prise en charge, de protection, puis de chaleur. Fait que c'est pas juste écoute-moi parce que sinon ça va aller mal, c'est je suis ta meilleure option de survie. Je suis la personne la mieux placée pour s'occuper de toi. Puis check-moi bien, le faire avec tout l'amour du monde entier. C'est ça. Quand un enfant reçoit ça, là, quand l'enfant sent cette énergie-là, naturellement, il va suivre l'adulte en charge. Puis ça, là, c'est pas, on trouve pas ça, cette posture-là, là, c'est pas dans des techniques que vous allez trouver ça. C'est pas dans des trucs. C'est une attitude, il faut l'incarner. Il faut avoir cette attitude de prise en charge, de responsabilité, pour montrer que je le sais ce qui est bon pour toi. Puis c'est souvent ça le problème. Parce que moi, souvent, ce que je vais avoir dans mon bureau, les parents, là, ils vont dire devant leurs enfants, je sais plus quoi faire avec toi. Je suis ta bouche brûlée. Ou là, là, faut que t'aides maman, là. Là, je suis ta bouche. Là, il va falloir que t'en fasses un peu plus parce qu'il va falloir que tu m'aides. Fait que dans ce temps-là, là, la maman est en train de capituler, est en train de perdre son autorité naturelle, est en train de dire carrément, je suis pas ta meilleure option de survie. Tu peux pas compter sur moi. Puis si l'enfant reçoit ça comme message, des fois, c'est pas dit verbalement, mais ça va être dans le non-verbal, ça va être dans les agissements. Et si l'enfant sent justement que le parent, il est plus sa meilleure option de survie,
Ben, c'est là qu'il va dire, ben, OK, d'abord, je peux pas compter sur mon parent, je vais compter sur moi. Je vais décider pour moi. Je vais prendre en charge. Je vais prendre mes propres décisions. Je vais tout choisir pour moi. Puis je vais laisser personne me dire quoi faire. Puis c'est là que va apparaître la résistance puis la contre-volonté. C'est rare. Vas-y. Ça doit tellement être difficile parce que je me dis, le parent, parce que moi, on dirait que je comprends tellement ce parent-là qui est comme, hey, je sais plus quoi faire. Je sais plus qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ou pour régler cette situation-là. Puis c'est un peu comme tu disais, dans le fond, c'est dans ce cas-là, l'exercice mental, c'est de faire, hey, faut que je me ramène à c'est quoi le besoin de mon enfant. Puis je pense qu'on le fait, tu sais, les parents le font beaucoup quand les enfants sont bébés, parce que quand ils sont bébés, un bébé, ça peut pleurer pour comme 45 000 raisons. Là, il peut avoir faim, soif, chaud, pas assez chaud, sa couche est pleine, il y a du pipi, il a pas fait de caca depuis 4 jours. Il y a tellement 1001 raisons. Puis on se questionne derrière un comportement où il pleure, ben il y a 75 000 raisons parce que il peut pas parler. Il peut pas m'exprimer comment il se sent. Il peut pas me le dire qu'est-ce qui va pas. Fait que moi, il faut que je fasse l'exercice mental de OK, mon bébé, il y a un problème. Qu'est-ce que ça peut être? Puis je vais répondre à ses besoins de vie, là, ses besoins de base. Là. Puis mettons, il est dans les bras de quelqu'un d'autre, il se sent pas en sécurité, je vais le reprendre, puis il va se sentir en sécurité, ou on va lui montrer qu'il est en sécurité dans les bras. Fait qu'on dirait que les parents le font, cet exercice-là, ils l'ont, cet instinct-là d'aller voir au-delà du comportement. Mais quand les enfants commencent à parler, on se dit, hey, il est capable de parler, il est capable de me le dire. Qu'est-ce qui va pas? Ouais, c'est ça. Ou c'est qu'on va dire, ben là, il comprend, il devrait le savoir qu'il faut pas le faire. Tu sais, mettons, là, justement, un enfant qui tape. Puis ils savent, les enfants, ils le savent, c'est qu'ils sont pas capables de faire autrement, faute de maturité cérébrale. C'est ça, des fois, on va regarder ça avec nos cerveaux d'adultes, puis on va s'attendre à ce que les enfants fonctionnent avec un cerveau d'adulte parce qu'ils comprennent bien des affaires. Mais c'est pas parce que tu le comprends que tu es capable de le faire. Tu sais, au même titre que si tu comprends comment bencher 300 livres, ça veut pas dire que tu vas être capable de bencher 300 livres. Même si je t'ai tout expliqué comment faire, puis que tu m'as répété, je me suis assuré que tu comprenais c'était quoi la technique, tu seras pas plus capable parce que tu n'as pas développé ce qu'il faut pour bencher 300 livres. C'est bon, ça, je garde ça, là, je m'essaye ça dans ma petite poche, puis je vais l'utiliser avec les papas que je travaille avec, ça, c'est sûr. Puis tu sais, tu dis souvent, François, dans un de tes exemples, là, de « Ah, mais ma fille, moi, est vraiment mature. » Mais là, on est allé à l'épicerie. Tu sais, elle a 7 ans. Elle est super fine avec tout le monde. Elle est tout le temps douce. Elle se présente bien. Elle a vraiment une maturité émotionnelle. Mais la dernière fois, elle m'a fait une grosse crise du bacon quand on est allé à l'épicerie. Puis là, tu te dis « Ouais, mais tu sais, t'en parles souvent de cet exemple-là. » Voyons, c'est donc bien bébé. Mais attends un peu, là, elle a 6-7 ans. Là, elle a encore le droit d'en péter des crises. Oui, c'est un bébé. Elle a 7 ans. C'est une toute petite, là, tu sais. Puis moi, c'est un syndrome que je vois souvent. Dans Baptiste, on a de la prématernelle. Puis, tu sais, à 4 ans, il y en a qui sont physiquement, là, tu sais, des tout petits, puis il y en a qui sont très grands, là, tu sais. Il y en a qui ont une shape d'enfant de 7 ans, mais non 4, là, tu sais. Puis l'enfant de 7 ans, s'il est plus pleurnicheux, s'il est moins sécure, s'il est plus retiré, on va dire, ouais, il est bien bébé, lui, là, tu sais. Juste parce qu'on est comme teinté par sa shape. Tandis que le tout petit, qu'on le regarde et dit, oh, tout petit, tu sais, puis lui, c'est normal qu'il pleure, il est tout petit, tu sais. Oui, puis c'est ça. Puis justement, notre attitude, la manière qu'on va le percevoir, ça va déterminer la posture qu'on va avoir. Si on dit, oh, il est tout petit, viens, je vais t'aider, on va le prendre en charge. On va reprendre notre posture de capitaine de bateau, de maman canard, appelle-la comme tu veux. On va redevenir cet alpha bienveillant-là envers cet enfant-là, puis il va pouvoir se déposer au sein de notre relation. Puis là, il va retrouver son sentiment de sécurité, cet enfant-là, puis il va être capable de bien fonctionner. Mais celui qui est grand, hey, là, que je vais t'aider, là, t'es un grand garçon, t'es capable tout seul. Ben, on n'est pas dans l'invitation, on n'est pas dans la prise en charge, on n'incarne pas notre posture sécurisante dans ce temps-là, parce que là, on s'attend qu'ils devraient être capables de le faire tout seul, alors que nos enfants, ils n'atteignent pas la pleine maturité avant le début de l'âge adulte. Nos ados aussi ont encore besoin qu'on les prenne en charge, ils ont besoin qu'on les invite à venir se déposer au sein de notre relation, ils ont besoin qu'on leur dise « Hey, c'est tough ce soir, gars, je suis là, c'est tough tes devoirs, je vais m'installer à côté de toi, je vais aller te préparer une petite collation, mon cœur, là, je reviens, je vais t'aider, OK? On va faire ça, on va passer au travers ensemble. » Ils ont encore besoin de ça. Moi, ça me fait penser, j'ai travaillé en centre jeunesse aussi, là, sur le plancher, puis à Chicoutimi ici, puis il y avait une vieille éducatrice, là, tu sais.
Danny, là. Danny, là, il est rough, mais d'amour, là, tu sais. Puis une fois de temps en temps, quand il y avait ce moment-là, le Flo, le petit bum, là, tu sais, il passait un mauvais coton, puis ça allait pas. Puis des fois, il demandait, veux-tu que je te berce? Tu sais, puis ces moments-là, tu sais, le Flo, là, tous les autres sont couchés, puis là, il va se le permettre en niaisant. Tu sais, ouais, hey, berce-moi, là, tu sais. Puis là, finalement, il s'assoit, puis il jase un peu, puis après ça, il va se coucher, puis ça va bien. Fait que ça m'a fait penser à ça, là, ton histoire. J'ai le goût de pleurer. Je trouve ça tellement beau. Ben ouais. C'est parce qu'on l'oublie, là, que t'as raison, là, des fois, dans toute notre panique, de faire comme, OK, finalement, si moi, je me calme, puis ça, c'est prouvé, là, c'est si le cœur de la maman bat plus doucement, t'es plus calme, une respiration, t'es plus douce, ben l'enfant va matcher cette énergie-là aussi. Oui. Ouais. Puis j'ai dit le cœur de la maman, mais de tout humain, là, si je suis avec quelqu'un qui est calme, la crise va finir par s'estomper parce que la personne va venir te matcher. Versus si votre enfant est en crise devant vous, puis toi, tu montes en crise, ben là, on a 2 crises, puis ça va juste monter en plus grosse crise. Mais des fois, c'est de prendre, j'imagine, ça doit être tough, là. Tu sais, c'est tough d'avoir... Tu sais, l'ego de faire comme... Je mets mon ego de côté, là, puis je mets ma panique parce que tout le monde peut me voir, parce que tout le monde va croire que je suis un mauvais parent, là, parce qu'on est en public ou que je suis à la maison, mais toutes ces énergies négatives-là que je me mets comme pression personnelle, tu sais, puis de me dire, OK, je recule de ça, puis là, moi, je vais prendre 10 secondes pour me calmer, puis ramener mon ton doux, puis là, l'enfant va finir éventuellement par revenir te rejoindre. Puis c'est tough. Ah oui, c'est vraiment ça. Tu sais, la plupart des gens pensent qu'être parent, c'est de gérer les comportements de nos enfants, mais c'est bien plus gérer nos propres réactions, nos propres émotions. Parce que, tu sais, une fois que l'émotion de ton enfant est déclenchée, là, tu sais, l'enfant se met pas en crise volontairement, là. Il subit sa crise. Il se retrouve en crise. Puis, il a subi là cette émotion-là. C'est pas lui là qui contrôle son système limbique dans son cerveau. Là, son système limbique, son amygdale est all over the place dans son petit cerveau. Et là, il y a plus de son, plus d'image, il y a plus rien qui passe. Là. Ça sert à rien d'essayer de le sortir de là. Il faut que l'émotion se passe. Fait qu'on n'a pas le contrôle sur l'émotion de notre enfant. On a juste le contrôle sur comment qu'on va l'accueillir. Fait que c'est à ce moment-là que c'est vraiment là, c'est sur nous qu'on doit intervenir. C'est sur nos réactions, sur notre propre système nerveux qu'on peut avoir un impact. Parce que comme tu le disais, nos systèmes nerveux, ils communiquent. C'est ce qu'on appelle la co-régulation. L'enfant, faute d'être capable de se réguler lui-même, il a besoin d'être co-régulé. Donc, ben pour ça, il a besoin d'un système nerveux calme à côté de lui. Si moi, je me crains ben là, mon système nerveux envoie des signaux d'alarme à l'enfant. Fait que ça fait juste empirer la situation. Ouais. Puis on l'a souvent là, dans nos bureaux de... Tu sais, on a des parents qui viennent nous voir, puis là, leur enfant, ça va pas super bien, mettons. Puis il y a tout le temps un parent avec qui ça clash plus. Pourquoi? Parce que, finalement, les deux sont pareils, puis les deux se craignent entre eux. Tu sais, une maman qui est fâchée après sa fille parce que finalement, sa fille, les crises qu'elle fait, c'est les mêmes crises que maman faisait quand elle était plus jeune. Tu sais. Et quand il y a un trigger, ben les deux sont triggers par la même chose, fait qu'ils vont se craquer. Mais en même s'ils sont capables de se craquer, on est capable de se décrinquer ensemble aussi, tu sais. C'est co-régulation, c'est vraiment ça le bon mot, là. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, une fois que... Puis là, évidemment, c'est la pointe de l'iceberg, là, tout ça, là, tu sais. Sachant ceci, sachant cela, tu sais, dans notre réalité au CRFM avec les familles de militaires, tu sais, papa il est parti, puis il est parti 6 mois de temps, puis il va peut-être revenir puncher une semaine après 3 mois, là, tu sais. Puis l'enfant, ça passe pas, là, cette insécurité-là. Hey, mon petit papa d'amour, il est parti au Koweït, là. Ou, tu sais, peut-être que je sais même pas, il est parti où, là. Il est en cours, là, avec les F-35, on va en avoir. Tu sais, mon petit papa d'amour, il est parti. Puis là, je pleure à toi. Tu sais, sûrement qu'il vient un moment où, bon, on prend l'exemple, là, c'est papa qui est parti, puis c'est maman qui est à la maison, là, c'est pas grave, là. J'ai tout essayé, là, mes petits trucs, puis mes câlins, puis mon flattage de cheveux, puis tout ça, là. J'en ai plus, là, tu sais. On a-tu des façons pas de contourner cette affaire-là, mais de donner un genre de traitement à choc, là, comme on fait à la piscine, un peu pour, pas en dernier recours, mais, hey, là, j'en peux plus, là. À pleurer tous les soirs, puis je sais plus quoi dire. Ouais, ben, il y a 2 affaires que je veux dire par rapport à ça, OK? Je vais en donner des trucs de comment faire pour faire mousser le lien affectif avec le parent qui est parti. OK? Je vais en donner. Mais avant,
je veux dire quelque chose de vraiment important. Notre job de parents, c'est pas de rendre nos enfants heureux. Fait que quand nos enfants sont en pleurs, notre job, ce n'est pas de faire en sorte qu'ils redeviennent contents plus vite. Okay, on n'est pas un mauvais parent parce que notre enfant pleure à tous les soirs. Ouais. Si l'enfant pleure à tous les soirs, c'est parce qu'il y a de la peine, puis il a raison d'avoir de la peine. Son papa est loin. Ouais. C'est tout à fait normal qu'il ait de la vraiment grosse peine. Ça veut dire qu'il aime beaucoup son papa. C'est tout à fait sain. Puis notre objectif, justement, on n'a pas réussi notre job de maman ou de papa, là, de parent, bref, si on a réussi à faire en sorte qu'il pleure plus. Ben non! C'est correct qu'il pleure. Puis je pense que ce qui nous dérange, c'est notre propre inconfort avec ces pleurs-là. On pense qu'il y a quelque chose à fixer, alors que non. Il y a rien à fixer. T'as de la peine, mon amour, ben pleure. C'est vrai que c'est triste. Moi aussi, je m'ennuie de papa. Moi aussi, j'ai hâte qu'il revienne. Moi aussi, je trouve que c'est pas juste qu'il parte longtemps comme ça. Moi aussi, des fois, j'aimerais ça qu'il soit boulanger puis qu'il travaille à la maison. Moi, t'as raison. C'est vrai que c'est fâchant. C'est vrai que c'est triste. On n'a pas besoin de changer son émotion, on a juste besoin de l'accompagner dans son émotion. C'est tout. Fait que, tu sais, déjà là, si on s'enlève cette pression-là de faire en sorte que ça s'en aille, parce que c'est ça, là, c'est le sentiment d'impuissance de dire, voyons, j'ai tout essayé, je fais tout, puis après pareil, qu'est-ce que je fais de pas correct? C'est là, que le parent se retrouve en détresse puis qu'il va aller chercher des trucs puis il veut savoir, mais non, arrêtez, vous êtes en train de, là, vous êtes là avec votre petit parapluie devant un tsunami. Ça sert à rien. OK, une émotion, on n'a pas le contrôle là-dessus. Comme je disais, par contre, on a le contrôle sur comment... Ça va tellement parler, je pense, à des familles, là, tu sais, ça va tellement de parler, là, cette affaire-là de... Normaliser l'émotion. C'est pas ta job de le rendre heureux, tu sais, je trouve que c'est vrai, tu sais, puis, tu sais, mettons, il y a un bébé qui pleure, là, toute la communauté autour va apporter des jouets, puis va aller faire des grimaces, puis va essayer de le faire rire. On n'est pas bien là-dedans. On n'est pas bien. Ben non, c'est ça. On n'est pas bien, puis c'est très sociétal, parce qu'en fait, nous, pas mal tous les adultes, là, on a été élevés à coups de arrête de broyer, tu vois bien que tu déranges tout le monde, les grands garçons, ça pleure pas. On s'est fait enseigner que c'était pas correct de pleurer. Fait que quand nos enfants pleurent, on est comme, c'est pas correct, faut arrêter ça. Alors que les pleurs, OK, écoutez bien ça. S'il y a une affaire à retenir, là, c'est ça. Les pleurs, c'est pas la souffrance. Les pleurs, c'est la guérison. Quand ton enfant pleure parce qu'il s'ennuie de papa, il est en train petit à petit de guérir, d'accéder à sa résilience par rapport à ce qu'il peut pas changer. Il peut pas changer le fait que papa c'est un militaire. Il peut pas changer le fait que papa il va partir loin puis longtemps. Il peut pas changer ça. Mais il peut s'adapter. Puis pour s'adapter à ça, il doit accéder à sa tristesse. Il doit le pleurer. Quand il le pleure, il accède à son adaptation, à sa résilience. Il est en train de la développer. C'est là. Il accède au repos affectif et physiologique. Moi, on dit que ça peut pas être broyé de bonne ça a une fonction, les pleurs, ça a une fonction au point de vue biologique, ça a une fonction au point de vue adaptatif. Okay? C'est la clé d'adaptation. Donc, arrêtons d'essayer de vouloir lutter contre les pleurs, on veut les encourager au contraire. Ouais, puis c'est comme tu le dis là, c'est vraiment de le normaliser, puis c'est niaiseux là, mais chers parents, si vous avez pas encore vu ce film-là, Inside Out, donc sans dessus-dessous, on le voit, tu sais, dans les émotions. C'est vrai. C'est la fin du film, là. La fin du film, ce qu'on voit, c'est que la tristesse a son lieu d'être. La tristesse est une émotion autant valide et importante qu'une fonction de guérison, qu'il y a une fonction de venir aider, puis il faut la vivre, cette émotion, autant que la joie. Fait que c'est pas juste que la joie, c'est la meilleure et la seule et bonne émotion, tu sais, c'est toutes les autres émotions doivent exister pour qu'on puisse justement être en équilibre. Puis l'équilibre, c'est le calme. Être en joie constante, c'est épuisant sur le cerveau. Oui, c'est ça. On pourrait pas être tout le temps joyeux. Genre, moi, je m'écœurais à être autant joyeuse que quand, genre, c'est ma fête, là, comme c'est épuisant, là, tu sais. Mais comme, toutes ces autres émotions qui doivent vivre en équilibre. Fait que, comme tu disais tantôt, c'est de normaliser la tristesse. Puis ça va ramener l'enfant. Puis là, je fais des mouvements avec mes mains, là, mais on part d'en bas, puis on revient à un neutre. Tu sais, on essaie de revenir à cette neutralité-là
au lieu d'aller vivre dans les extrêmes d'émotions tout le temps, tu sais. Puis justement, les larmes ont cette fonction-là de réguler. Dans le fond, là, quand on pleure, les glandes lacrymales envoient un message à notre cerveau pour rétablir, pour resetter, dans le fond, le système nerveux. Puis c'est pour ça qu'on va pleurer devant quelque chose de super beau, de super émouvant. On va pleurer de joie, on va pleurer quand on se fait mal, on va pleurer quand on est fâché, on va pleurer, tu sais, quand on a peur. Mettons, moi, ça m'est arrivé, là, de traîner super sec parce qu'il y a un enfant qui traversait la rue, puis j'ai dû freiner, là, comme en malade pour pas le tuer. Je me suis mis à brailler, là, parce que j'avais eu la peur de ma vie. Fait que la peur, ça a causé un énorme stresseur dans mon corps, puis naturellement, mon corps a déclenché une réaction pour resetter mon système nerveux. Fait que, tu sais, on comprend, on démonise les pleurs, mais c'est parce qu'on les comprend pas. C'est juste normal. C'est juste, tu sais, des fois, un enfant va tomber, il s'est pas fait mal, mais il a pleuré pareil. Ben oui, c'est parce qu'il a eu peur. Il a eu peur, puis là, c'est juste son système nerveux qui veut resetter. Puis là, nous, on est comme, ben là, pleure pas, on va essayer de changer d'idée, on va le faire rire. Mais pourquoi qu'on veut tout le temps arrêter les enfants de pleurer? C'est normal, c'est la nature. La nature est bien faite, OK? Faites confiance à la nature. Si on pleure, c'est parce qu'il y a une raison. Fait que, tu sais, faites juste... Vous devez pas comprendre la raison. Faites juste confiance dans la nature. Il y a une raison. Fait que accueillez ces pleurs-là. Il n'y a pas de danger à un pleur. Pas de même danger. à la limite, les pleurs vont s'auto-réguler plus rapidement puis vont arrêter, entre guillemets, plus rapidement si on les accepte puis on leur dit « Hey, c'est correct, pleure. » Puis là, finalement, juste de savoir que c'est correct puis que j'ai le droit de le faire, là, l'enfant va se calmer un peu plus. Puis tu fais comme « Ah, OK, dans le fond, pour revenir à ce que tu disais, je suis dans un milieu sécure. J'ai le droit de vivre mon émotion. » On l'a accueilli comme il faut. Ça a répondu à mon besoin de panique. Puis là, j'ai plus l'impression qu'il y a un gros mammouth devant moi. Tu sais, je suis revenue de mon stress. Puis là, OK, j'ai eu le droit de pleurer. J'ai vécu l'émotion. On me l'a accueilli. C'était normal. Je suis pas une mauvaise personne ou je suis pas comme trop poche, tu sais, d'avoir pleuré. Fait que là, hey, je suis calme. Puis je suis revenue versus si on m'avait dit pleure pas, puis là, tu gardes ton sursaut à l'intérieur, puis ça va pourrir de l'intérieur, là, tu sais. Exact. Hey, on est loin des papas qui disent arrête de pleurer, arrête de faire ta mamoune, là. Mais c'est sûr, on n'est plus là. On le comprend à cette heure. Merci aux neurosciences de nous avoir expliqué la fonction des larmes. On peut bien être une gang de poigner dans nos émotions puis de pleure pas. C'est pas juste une image de pleure, ça va faire du bien. Il y a quelque chose de, comme tu disais, dans la glande qui envoie un message, c'est curatif, pleurer. C'est pas juste une image de la fille qui vient de se faire laisser qui va pleurer, là, tu sais. Ça guérit. Non, c'est full. Puis, tu sais, mettons, pour, justement, par rapport à ces grands changements-là, puis cette préparation-là, là, on comprend justement qu'il faut accueillir ce changement-là, puis comprendre, tu sais, aller répondre aux besoins de sécurité de l'enfant et notre propre besoin de sécurité aussi, là, en tant que parent ou qu'adulte. Y a-tu comme, tu sais, quand on se prépare justement à un grand changement, comment qu'on fait pour être bienveillant? Est-ce qu'il faut en parler avec l'enfant? Faut pas l'accompagner? Faut-tu lui dire d'avance, pas trop d'avance? Y a-tu comme une recette, là? Là, je suis tannante avec les recettes, mais tu sais, je sais qu'il n'y en a pas, là. On n'a pas de mais il y a quand même des grandes lignes. Il y a quand même des grandes lignes. Okay. Dans le fond, là, tu sais, des fois, on va avoir tendance à pas vouloir en parler à l'enfant tant qu'on n'a pas des réponses claires parce qu'on veut le protéger. Ouais. C'est souvent ça. Puis ça, c'est pas de réellement le protéger. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on l'a dit tantôt, nos systèmes nerveux se parlent. Ouais. Fait que si, mettons, moi, je suis maman, puis que là, je le sais qu'il y a un grand changement qui s'en vient, puis là, je suis toute remuée à l'intérieur, ça me préoccupe, puis là, je suis stressée avec ça, puis je suis un peu déconnectée par moment, parce que je suis dans ma tête, puis je pense à plein d'affaires, puis il y a peut-être plus de tension avec mon chum, puis là, on se parle plus sec. Ben là, mon enfant va capter tout ça, mais elle va pas comprendre pourquoi. Fait que là, ça, c'est l'équivalent de je suis sur un bateau, je suis sur le pont du bateau. Moi, je vois la tempête qui s'en vient. Je suis au courant de tout, je le vois, là. Mais mon enfant, elle est dans la cale du bateau. Elle sent les vagues, elle sent que ça brasse, mais elle comprend pas ce qui se passe. Puis elle est toute seule dans sa détresse. Fait que ça, là... C'est pas de les aider. Mettez des mots sur ce qui est en train de se passer parce qu'anyway, vos enfants vont le ressentir. Fait que aussi bien en parler. Aussi bien dire, hey, là, je vais t'expliquer ce qui se passe.
On s'est fait dire que peut-être papa va partir dans 3 mois. On sait pas où, on sait pas pour combien de temps, puis ça nous stresse. Fait que ça se peut des fois, là, tu nous sens un petit peu plus alarmé. C'est pas de ta faute, mon cœur. C'est pas toi qui as fait quelque chose de pas correct. Puis on t'aime vraiment beaucoup, puis on n'est pas fâché contre toi quand on parle plus sexe. C'est vraiment juste parce que c'est stressant, toutes ces affaires-là. Puis juste le fait de le dire, ça le normalise. Ça banalise un peu, tu sais, justement, le fait que, c'est normal. C'est normal de stresser quand on sait pas ce qui s'en vient. C'est pas le fun, ce qu'on est en train de vivre là. Sauf que, on va le traverser ensemble. OK, je comprends. Ouais, puis ce que tu dis, justement, là, tu normalises, mais en même temps, on accepte qu'on n'a pas les réponses à tout. On pourra pas tout le temps avoir les réponses. Mais déjà, juste dans la vie, avoir toutes les réponses, c'est impossible. Puis en plus, dans un contexte militaire, où il y a des changements oui, OK, tu vas peut-être partir dans 3 mois. Finalement, on arrive à la fin du 3 mois. Finalement, non, ça va être dans 2 semaines. Finalement, c'est demain matin. Il y a tellement des changements qui arrivent. Des changements dans les changements, tu sais, comme des choses sont imprévisibles. Mais on peut s'adapter à ce qui est imprévisible en étant bienveillant de cette façon-là. Puis ce qui est important, justement, dans ces situations-là, tu sais, je me ramène dans l'image du bateau, là, c'est de prendre notre chapeau de capitaine puis de dire, tu sais quoi, mon amour? C'est vrai que ça va brasser, tu sais. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que c'est stressant. Mais moi, je le sais qu'on va traverser ça. Je le sais qu'on va passer au travers. Moi, je suis là. Puis tu vas toujours pouvoir compter sur moi. OK? C'est comme ça, là, d'avoir cette attitude-là, là, que peu importe la grosseur des vagues qu'on va avoir à traverser, je vais toujours être là. Tu peux compter sur moi. Puis, tu sais, justement, de dire, là, c'est vrai que c'est stressant de pas savoir, hein. Fait que quand tu stresses, quand tu penses à des affaires, quand tu te mets à spinner dans ta tête, là, à imaginer plein de scénarios, reste pas tout seul là-dedans. Viens me voir. Viens m'en parler. Je vais être là, moi, pour t'écouter. Puis on va passer au travers de ta grosse peur ensemble. Parce qu'on l'oublie des fois, tu sais, on dirait que dans ton image, là, c'est le même principe que moi si j'étais dans l'avion puis qu'il y avait des turbulences puis que je savais pas s'il y avait ou pas un pilote de l'avion, je panique encore plus. Mais si le pilote me dit « Hey, on va se cacher! » Mais tu sais, « Hey, attachez vos ceintures. Il va y avoir une zone de turbulence. Vous pouvez, tu sais, faites juste vous attacher, ça va être correct, ça va brasser, mais je suis là, je pilote l'avion. » Je me sens déjà bien plus en confiance. Que comme... Mais là, imagine qu'un pilote sort de sa cabine puis qu'il dit la gang, il y a des turbulences, on fait quoi? On vire du bord? Y a-t-il quelqu'un qui veut venir chauffer à ma place? Si le pilote fait ça, là, on va capoter. Fait que c'est juste, on n'a pas besoin de demander l'avis de nos enfants. On n'a pas besoin de leur donner du contrôle puis du choix. Non, on prend en charge. Plus la situation est insécurisante, plus ils ont besoin d'un sturdy leader. OK? D'un leader qui sait où ce qui s'en va, qui prend les choses en main, qui dit, là, je suis ta meilleure option de survie. Suis-moi, check-moi bien pour te protéger. Puis là, je t'aime tellement que y a rien qui va t'arriver. Je vais prendre les moyens nécessaires pour que tout aille bien parce que t'es la personne la plus importante pour moi. Puis justement, là, juste pour refaire une parenthèse, Sarah Amel n'est pas en train de vous dire, chers parents, donnez pas de choix à vos enfants. C'est juste dans des situations où on traverse des tempêtes, où il y a des tempêtes qui s'en viennent. En fait, je vais la faire la nuance. Tu sais, pour tout ce qui a rapport avec l'émergence de sa personnalité, ses goûts, tu sais, il veut mettre son chandail rouge plutôt que son chandail bleu, c'est bien correct qu'il choisisse son chandail rouge, là. Ça, c'est correct. Mais tout ce qui a rapport aux soins de base, à la sécurité, tu sais, mettons, la routine, à l'heure qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange? Je ne vais pas imposer de manger des carottes, mais c'est moi qui ai décidé qu'on va manger des carottes. Là, à partir de là, tu as le droit de les manger ou pas les manger. C'est toi qui connais ton corps. Mais je ne vais pas lui demander qu'est-ce que tu veux manger pour souper. C'est moi le parent. C'est moi qui provide. C'est moi qui est en charge de fournir la réponse aux besoins. Fait que tout ce qui est réponse aux besoins, ça devrait venir du parent. Et ça comprend aussi la réponse aux besoins affectifs. Puis on va le voir, quand le parent il est pas dans l'offre,
Quand l'enfant est pas le parent il est pas dans une offre généreuse d'attention puis d'affection, l'enfant va tomber à être en recherche d'attention puis d'affection. Puis ce sera pas nécessairement de la manière que tu veux qu'il le fasse. Ouais. Fait que ça, là, pour contourner ça, justement, les problèmes de recherche d'attention négative, ben, prenez le lead, prenez en charge, soyez dans l'offre plus que dans la demande. Puis vous allez voir que l'enfant aura pas besoin de travailler pour l'amour parce qu'il va recevoir avant même d'avoir besoin d'en demander. Ça, c'est bon, ça. Je pense que notre clientèle, là, notre gang qu'on reçoit, ça va lui parler, ça. Soyez dans l'offre plus que dans la demande. Tu sais, c'est très... Oui. Soyez dans l'offre. Ouais, parce qu'on le voit, hein. Moi, c'est une affaire que j'observais beaucoup quand ma fille était un petit peu plus jeune, là. Mettons pour les collations. Moi, je faisais une collation à ma fille et je lui apportais sa collation. Mais je faisais une collation vraiment avec amour, là, puis je m'assurais de mettre toujours au moins une affaire qu'elle aime. Parce que je voulais lui faire plaisir. Puis là, quand je dis une affaire qu'elle aime, elle aime pas tout le temps des biscuits, là, tu sais, des fois, c'était parce qu'elle aime des framboises, je mettais des framboises, genre. Bon. Ouais. Mais, puis, mon chum, lui, il vient à Elisabeth puis il l'amenait devant le garde-manger puis qu'est-ce que tu veux comme collation? Hey, là, ça finissait plus, elle sait pas. Elle sait pas, elle. Elle sait pas ce qu'elle veut, là. Il y a trop de choix, hein, tu sais. Puis c'est là qu'on le voit. Ça ne les aide pas quand on leur demande de tout choisir, quand on les place en charge de leurs propres besoins. On respecte plus ce que la nature a prévu pour nous parce que les enfants ont pas la maturité nécessaire pour être justement capables de subvenir à leurs besoins puis d'assurer leur sécurité. C'est notre job d'adulte. Donc, faut qu'on l'incarne, cette posture-là. Puis c'est souvent ça le défi, justement, quand on est dans une période de grande transition, de grands changements. Tu sais, je peux très bien comprendre qu'une maman qui se retrouve justement monoparentale pendant 6 mois, elle s'ennuie de son chum, elle aussi, là, tu sais, elle a toute la charge mentale sur ses épaules, puis c'est épuisant, c'est stressant, ça se peut que son chapeau de capitaine de bateau, il tombe de temps en temps de sa tête, tu sais, puis c'est tout à fait, tu sais, c'est tout à fait normal, c'est pas qu'elle est pas une bonne maman, c'est ça qui se passe, mais c'est important qu'elle prenne conscience que ça demeure l'objectif premier. Puis si justement le chapeau il tombe tout le temps, ben c'est le temps d'aller chercher de l'aide. C'est le temps d'utiliser les ressources de la communauté pour être en mesure de maintenir notre chapeau de capitaine sur notre tête. Absolument. C'est beau ça. Puis dans les choses qui peuvent aider, mettons le capitaine, je sais justement là que tu sais quand il y a des grands changements comme ça ou des absences ou tout ça. De réfléchir à deux, parce que, tu sais, oui, il y a un capitaine, mais dans le fond, on est 2 capitaines à se lancer la balle aussi, là, en tant que 2 parents, parce que souvent, il y a 2 parents, même si vous n'êtes pas dans la même maison, même si vous habitez dans 2 régions différentes, la parentalité reste, là, on continue à pouvoir avoir un impact en tant que parent, même si on est à distance, ou même si on n'est pas dans la maison, ou même si c'est pas ma semaine, tu sais, on existe encore, là, dans la vie de l'enfant. Puis ça, c'en est un petit. Tantôt, j'ai dit j'allais donner des trucs pour continuer à faire mousser le lien affectif avec le parent qui est absent. Ben ça, c'en est un truc de continuer à parler comme si papa était encore présent ou comme l'autre parent était encore présent. De dire justement, ben ça, je vais en parler à ton père tantôt quand on va faire le FaceTime. Okay. Je vais y en parler tantôt parce que c'est une question importante que tu me demandes là, tu sais, ou tu sais, l'enfant t'as participé à une activité cet été, ben je vais en parler avec papa tantôt, on va y en parler, tu sais, de l'impliquer. On peut même mettre un couvert à papa à sa place à la table. De servir une assiette pour papa. Non, pas obligé de mettre de la bouffe, ou si t'en mets après ça, tu mets dans les lunchs, là, mais, tu sais, si tu veux te faire de la vaisselle de plus, vas-y, là. Ça le sent, mais moi, je le ferai pas. mais tu sais, c'est ça, de continuer à le faire vivre, de continuer à placer son endroit puis une affaire qui est très efficace, là, c'est de miser sur les similitudes. Donc, de dire à nos enfants, par exemple, « Oh mon Dieu, là, la face que tu viens de faire, là, c'était papa qui craché ça. J'ai l'impression que papa, il est avec nous quand tu fais cette face-là. Pour que l'enfant sente que papa, il est en moi, je suis une partie de papa. Une bonne partie de papa, pas tu fais une crise comme ton père, comme ta mère. Là. Prenez des enfants que vous aimez. Justement, hey, là, j'ai cuisiné
la lasagne que papa aime le plus au monde. J'ai cuisiné son repas préféré. On va prendre une photo puis on va lui envoyer tantôt. C'est ça, là, de toujours la ramener. Parce que des fois, il y en a qui vont dire, je vais parler le moins possible de papa parce qu'à chaque fois que j'en parle, après ça, les enfants pleurent. Ouais. Ben non! C'est correct, faut quand même en parler. Puis s'ils pleurent, c'est parce que ça les a remués, ça a remué des émotions. C'est bon, c'est sain, OK? C'est tout à fait ça. Parce que c'est ça, des fois, après les FaceTime, les enfants vont pleurer. Ouais. Ils vont avoir de la misère à fermer le téléphone, la tablette, parce que c'est difficile, tu sais, de faire encore une autre coupure, une autre séparation. Fait que là, des fois, les parents vont me dire, là, je suis mieux de moins faire de FaceTime, puisque les enfants pleurent. Ben non! Continuer, c'est super important de maintenir le lien puis d'accueillir l'émotion que ça génère. Ça nous a fait du bien. Dans le fond, c'est ça, c'est que ça nous a fait du bien de parler à papa. On aurait aimé ça de pouvoir y parler plus longtemps. C'est ça qui a été tough, c'est de couper l'appel. C'est pas de parler à papa qui a été souffrant là, tu sais. Fait de le dire, ça nous a fait du bien. Hein? Qu'on aimerait ça y parler plus longtemps puis le voir plus souvent comme ça. Colin, j'ai déjà hâte à notre prochain appel. Ça fait tellement du bien à mon cœur de remplir de tout l'amour de papa. Fait que ça, là, tu sais, puis bon, avoir un objet physique que papa peut laisser. Puis tu sais, les parents qui partent, là, vous pouvez jouer le jeu, puis dire, de confier un objet. T'as pas besoin d'être quelque chose de réellement significatif, mais de dire, hey, là, je te confie mon porte-clés porte-bonheur, je te confie ma casquette précieuse, là. Je te la confie à toi parce que je sais que tu vas en prendre soin, puis quand tu vas prendre ça, là, tu vas sentir tout mon amour. Tu sais, de mettre le parent qui part dans le coup pour que, justement, il puisse faire ça, là, tu sais, cette passation-là, là, d'objets significatifs, d'écrire des petits messages, ou tu sais, ça peut être juste des petits dessins, des petits cœurs, whatever, mais que l'enfant va lire tous les jours ou une fois de temps en temps, ou au besoin de laisser une boîte. Quand t'en sens le besoin, tu viens les prendre, tu viens les lire, plein de petits messages comme ça. Ou ça peut être que le parent qui reste va mettre un petit message dans la boîte à lunch de la part de l'autre. Puis là, ça, au CRFM, on le fait là dans le sens qu'on encourage les gens à rédiger des lettres, ça s'appelle les lettres à ouvrir quand. Les lettres à ouvrir quand je me sens triste, les lettres à ouvrir quand je me sens bien. On encourage les gens à le faire, oui, pour les gens qui sont à la maison, donc qui restent à la maison, pour maman, pour papa qui est à la maison, pour les enfants. Si tu manques un anniversaire, si tu manques Noël, tu sais, c'est ce genre de choses-là, quand c'est ta fête, tu peux l'ouvrir. Et vice-versa, donc, quand papa, tu vas te sentir, parce que là, on utilise l'exemple de papa, là, mais papa, quand tu vas être loin et que on va te manquer, ou quand tu vas te sentir triste, ou quand tu vas avoir vécu quelque chose de drôle, tu peux ouvrir ce message-là de la part des enfants. Fait que ça vient aussi aider peut-être à ce niveau-là de l'absence. C'est le fun de ça. Tu sais, quand la prochaine fois qu'on s'en reparle, ben, dire, hey, j'ai ouvert ta lettre, j'ai ri en tabarouette, là, tu sais. C'est ça. Entretenir le lien à distance, c'est ça, là. Puis je pense, François, on avait sur le même sujet, là, un commentaire, justement, d'un parent. Ouais, c'est ça. Une des questions qu'on avait eues suite à la conférence du 17 mai. Oui, du 11? Il y a une couple 11 mai. Du 11 mai, ouais. Tu sais, dans la vie de nos enfants, il n'y a pas juste nous. Il y a aussi... ils en passent du temps là, à la garderie ou à l'école. Ouais. La question, c'est ça, c'est vraiment est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour favoriser justement la collaboration avec l'école, avec la garderie? Dans ces grands changements. Dans ces grands changements-là. Est-ce que je dis, tu sais, est-ce que c'est une bonne chose? C'est-à-dire, hey, papa est parti pour un temps, tu sais, voici ce que j'ai mis dans ça. Ou on déménage, on se sépare. Ces grands changements-là, on parle beaucoup d'absence, mais les grands changements, c'est plein de choses, là, justement, là, on a changé de médication, ça marche pas, là, mais tu sais, de plein de tout autre changement que l'absence aussi là, qui peut avoir. Un deuil, on a perdu le chien ou tout ça. Oui, c'est ça. Ben oui, moi j'encourage vraiment les gens à mettre au courant les enseignants et les éducatrices de ce qui se passe pour éviter que l'enseignante ou l'éducatrice tombe dans le piège de hey là, il y a des nouveaux comportements à casser, là, elle faisait pas ça, puis là, elle fait ça à faire, il va falloir discipliner ça, puis tu sais, il faut justement que tout le monde soit en mesure de voir au-delà du comportement. Puis pour ça, tu sais, c'est sûr que si elle ne sait pas, il va manquer des morceaux à son puzzle là, pour être en mesure d'identifier comment aider l'enfant. Fait que oui, c'est sûr, là, il faut absolument être transparent puis communiquer le plus possible ces affaires-là. Puis on dirait que
Je comprends la question parce que des fois, on pourrait avoir peur de l'effet comme, tu sais, de stigmatiser, de faire comme, ah, OK, mais là, il réagit parce que telle chose, ou de faire comme, je veux pas qu'on traite mon enfant différemment parce que son père est pas là, ou parce que on va déménager, ou parce que, tu sais, on aurait peur d'un traitement. Effet placebo inverse, ouais, là, ou je sais ça. pas. Je pense que ça peut peut-être être ça, des fois, là, les parents qui ne mentionnent pas à l'école ou aux éducateurs qui sont dans la vie de l'enfant parce qu'ils voudraient pas que l'enfant soit identifié juste à ça. Mettons, ça a-tu du sens? Tu comme une ouais, ben c'est une crainte vraiment fréquente. Puis même, c'est une crainte que des parents qui vont avoir, mettons, un rapport en orthophonie ou un rapport en ergothérapie, ils voudront pas nécessairement le donner à l'école parce que justement, ils veulent ils veulent pas que l'enseignant parte avec une idée préconçue de l'enfant, mais c'est une fausse croyance, ça. Tu sais, les gens qui interviennent auprès de nos enfants, ils ont besoin d'avoir toutes les informations pour être en mesure de bien répondre à leurs besoins, de s'adapter en fonction d'eux. On peut pas intervenir de la même façon avec les 26 enfants de la classe parce que c'est tous 26 individus différemment avec des besoins différents. Fait que, ça se peut là que par bout, je sois un petit peu plus dans la proximité avec un enfant parce que là, c'est ça son besoin. Puis après ça va être un autre. Puis tu sais, ça fluctue. Puis c'est important qu'eux autres aient le portrait le plus à jour, le plus juste possible des défis puis des forces de l'enfant. Fait que si l'enfant vit un défi ces temps-ci, ben c'est correct là qu'il le sache. En fait, c'est souhaitable que le personnel le sache. Ça peut se faire au secondaire aussi là. J'entends déjà les parents de de mes ados là faire comme mais tu sais je vais pas écrire à son prof de français, son prof de maths, son prof d'histoire, son prof de toute autre tâche connexe, mais de parler avec une des TS de l'école ou de demander juste à la secrétaire à qui s'adresser. L'enseignant-tuteur aussi. L'enseignant-tuteur, ouais, exactement, 100% la bonne personne, de le mentionner pour que justement, ils aient plus un œil sur accepter et accueillir un peu plus les différents comportements, tu sais, pour justement être dans la normalisation plutôt que le réprimander puis jouer sur le comportemental, tu sais. C'est ça, ouais. Puis là, tu disais là justement sur comment mousser un peu cette bienveillance-là parentale. On a donné quand même déjà quelques trucs. Y en a-tu encore que t'as dans ta poche là qui pourrait aider les parents justement à mieux accompagner ou mieux préparer les enfants ou même se préparer eux-mêmes là, tu sais, à vivre ces changements-là qui s'en viennent, des changements soit prévisibles, soit imprévisibles aussi là, tu sais. Ouais, ben, tu sais, pour toutes ces affaires-là, je pense que, en fait, il y a comme trois vitamines affectives là, que je recommande à tout le monde. Puis, c'est la première, c'est plus de proximité puis de connexion. OK? On peut pas en donner trop. On peut pas donner trop d'amour, là. Quand on est à l'approche d'une situation qui va challenger les capacités adaptatives, c'est le temps, là, de stepper in puis de donner plus de connexion. Tu sais, de sortir des petites phrases du genre, mon Dieu que je suis chanceuse d'être ta maman. Mon Dieu que c'est facile d'être ton parent. Mon Dieu que c'est le fun d'être ta maman. J'aime tellement ça, m'occuper de toi. Tu sais, ça coûte à rien dire ça. Ça coûte rien en termes d'énergie, de temps, mais c'est très, très, très payant. On est dans une invitation inconditionnelle quand on dit ça à nos enfants. Je sais, c'est je t'aime pour ce que, puis de pas dire ça parce que l'enfant vient de faire un exploit ou un bon comportement. Là. Non. Je t'aime pas pour ce que tu fais. Je t'aime pour ce que tu es. T'as pas besoin de rien faire. Puis mon Dieu que j'aime ça avec ta maman. Ouais. C'est tellement le fun de t'avoir dans notre famille. Là, je suis donc bien chanceuse d'avoir deux beaux grands garçons comme vous. Tu sais, ça, là, c'est de dire des affaires comme ça. Fait que, tu sais, puis des points de connexion spontanés. Encore une fois, pas parce que l'enfant a fait quelque chose de bien, là, mais juste d'aller faire une attaque de bisous puis de câlins random, là, pour aucune raison. OK? Aucune raison. Tu sais, d'aller mettre une main sur l'épaule, de faire un petit clin d'œil, un petit thumbs up, de l'inviter à venir s'installer à l'îlot pendant qu'on prépare le souper, d'être dans l'invitation, dans la connexion le plus souvent possible.
c'est de faire en sorte que l'enfant va venir se déposer au sein de la relation. Puis s'il est au sein de la relation, là, imaginez, c'est comme s'il est dans une bulle méga blindée dans laquelle il y a rien qui peut y arriver. Il peut traverser n'importe quelle tempête. Il est à la place la plus sécure de la terre entière. Fait que soyez dans l'invitation, dans la connexion le plus souvent possible. C'est ça qui va permettre aux enfants de traverser n'importe quoi, de s'adapter à n'importe quoi, puis de développer leur résilience, leur capacité à traverser, tu sais, à faire face à n'importe quelle adversité. Fait que ça, l'autre affaire, c'est le plus possible de stabilité. Fait que tu sais, si mettons papa part à l'étranger, c'est pas le temps de changer la configuration de sa chambre. C'est pas le temps de faire le sevrage de l'allaitement, de la suce, tu sais. Adopter un chien. Si t'as les mamelons en sang, puis que là t'en peux vraiment plus, ok là. Mais tu sais, si on a le choix, mettons là, si on a le choix, on va essayer le plus possible de maintenir de la stabilité, de garder les choses comme elles sont le plus possible, les repères, là, tu sais, les repères sécurisants. On va essayer de les garder. Tu sais, si on avait l'habitude de faire du cododo, c'est pas le temps, là, de l'envoyer dans sa chambre. C'est insécurisant, c'est une autre séparation. Fait que, tu sais, le plus possible de stabilité. Puis l'autre affaire, c'est le plus possible de prévisibilité. Fait que les 3 vitamines, là, c'est connexion, stabilité, prévisibilité. Le plus qu'on peut leur donner ça, tu sais, puis la prévisibilité, ça n'a pas besoin d'être justement de dire exactement ce qui va arriver. Ou, tu sais, puis des fois, là, un enfant qui va se lever le matin, il va dire « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » Des fois, les parents disent « Hey, il me demande tout le temps qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut tout le temps que je l'anime. Il faut toujours que je trouve des activités. » C'est même pas ça. Un enfant qui te demande qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, puis souvent, c'est juste parce qu'il a besoin de savoir ce qui l'attend. Fait que des fois, c'est bien correct que ta réponse, ce soit pas qu'on va aller au parc ou aux autres Granby, là. C'est bien correct que tu dises, aujourd'hui, on reste à la maison, on prend ça relax, on va dîner des sandwichs avec des barres de céleri, puis après, on va faire un repos. Ça se peut que ce soit juste ça ta journée. C'est bien correct. L'important, c'est que ce soit prévisible pour l'enfant, qu'il sache à peu près, tu sais. On aime fait tous que c'est ça. Ben oui. Moi, on aime tous ça, ouvrir notre agenda en début de journée, là. Ben oui, c'est ça. On a besoin de savoir ce qui nous attend. Ouais. Puis, on va finir là-dessus, là, parce que je sais qu'on pourrait parler des heures et des heures, là, mais je pense que c'est un point quand même juste à préciser. On n'ouvre pas le grand débat là, sur le sujet, mais quand on veut être présent avec l'enfant, tu le disais là, dans ta vitamine numéro 1, là, cette présence-là, pour pouvoir répondre à ce besoin-là, des fois, il faut déposer notre téléphone puis le ranger. Ouais. Parce que l'enfant va arriver, même si il nous pose des questions de hey, écoute-moi, hey, je me suis chicanée avec mon ami, puis toi, tu trouves ça tellement bébé, mais à 7 ans, les amis, c'est la chose la plus importante pour toi. Fait que c'est ça, sur ça que je dois écouter puis donner toute mon attention. Si votre téléphone est dans vos mains, l'enfant, il a perdu une connexion. L'enfant, il a besoin d'être là puis de sentir que vous êtes avec lui. Puis il faut les ranger, les téléphones, de temps en temps. Pour pouvoir optimiser ça, là, ce que tu dis. Je sais que tu as des capsules là-dessus aussi, là, sur la gestion des électroniques et tout. Effectivement, là, de prendre le temps de se déposer, de nous-mêmes s'auto-réguler pour faire de la co-régulation, là, que tu disais tantôt, ça va vraiment nous aider en tant que parents. C'est un exercice mental de faire comme, hey, je donne mon attention à mon enfant. Je peux y donner 5 minutes intenses, ça va combler, plutôt que 10 minutes pendant que je suis en train de faire plein d'autres affaires. Des fois, il faut s'arrêter, tu sais. Ouais. Puis j'imagine qu'une grosse partie de tout ce qu'on a parlé dans la dernière heure se retrouve dans tes livres. Est-ce que tu veux nous en parler? Oh oui, absolument. Puis même dans le premier, là, dans le tome 1, Le petit bout d'Amérique, mieux comprendre pour intervenir. Dans celui-là, j'en ai plein de trucs pour sécuriser l'enfant par rapport à la connexion qui demeure malgré la séparation. Fait que j'en parle beaucoup de ça. Puis dans le tome 2, qui est le petit bout d'Amérique de 7 à 12 ans, mais que la tranche d'âge, c'est purement marketing, là, c'est une exigence de ma maison d'édition. Puis même si vos enfants n'ont pas entre 7 et 12 ans, ça vous concerne, OK? Ça concerne tout le monde. Je parle il y a un chapitre complet là, sur l'insécurité. Comment qu'on fait pour sécuriser un enfant qui est alarmé. Puis c'est quoi qui peut insécuriser un enfant? Tu sais, j'explique tout ça. Puis qu'est-ce qu'on fait quand nous-mêmes, comme parents, on est soit très insécure, très alarmé, ou qu'on est carrément dans l'incapacité de s'occuper de notre enfant. Tu sais, genre, je viens de me faire opérer, là, puis je peux pas prendre mon enfant, je peux pas m'occuper de mon enfant, je peux rien faire. Je suis en dépression majeure. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là pour quand même sécuriser nos enfants? Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est un chapitre qui pourrait
s'appliquer à bien des parents de Bagotville, là. Beaucoup. Puis ils sont full imagés aussi, là, je veux dire, c'est pas... Oui, c'est plein d'illustrations. C'est ça, là, pour les parents qui l'ont pas vu, là, allez écrire ça tout de suite sur vos téléphones, puis écrivez Typo d'Amérique, ça va vous parler directement juste avec l'image, et faire comme, OK, là, ce qu'on n'est pas... Sarah Amel, ce qu'elle vous donne, c'est pas un gros texte scientifique sur genre plein de mots qu'on comprend pas, c'est du concret, tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est à la couleur oui, c'est ça. Instauré depuis c'est très illustré. Mon objectif, c'est de rejoindre des gens qui haïssent lire. Je voulais faire un livre de toilette par excellence. Ah ouais, qui se met sur le bord de la botte puis qui est assis tout seul, là. Bon, ben c'est ça. Je voulais changer la parentalité une crotte à la fois. Hey, finir sur le livre de toilette, ça m'aide. Mais faut pas que la parentalité nous fasse chier. Ça, c'est deux affaires, là. Puis, mais c'est où les meilleures places, mettons, pour que les gens achètent le livre? Qu'est-ce qui est le plus lucratif pour toi? C'est vraiment dans toutes les librairies, là. C'est juste que moi, je vais quand même toujours suggérer aux gens d'aller chez des librairies indépendantes, là. Vous pouvez commander sur leslibraires.ca. Ça, c'est le regroupement des librairies indépendantes. Parce que c'est mon petit côté encourager local. Ben oui, absolument. Écoute, Sarah Amel, merci tellement d'avoir pris le temps ça me fait plaisir. de discuter avec nous, là. Moi, c'est super enrichissant. Puis, si les gens veulent en savoir plus, allez voir ton contenu autant sur Facebook, Instagram, TikTok aussi un peu. Mais... Ouais, c'est juste j'oublie tout le temps que j'ai un TikTok, mais oui, j'ai un TikTok. Il y a moins d'abonnés un petit peu. On est allé voir les stats tantôt, là, il y a un petit peu moins. Mais c'est ça. Tout autant pertinent. Mais sinon, chers parents, si vous avez besoin de plus d'accompagnement ou vous voulez aller voir un peu plus loin, on est quand même disponible ici au CRFM. N'hésitez pas à venir nous voir, à réécouter au ralenti sinon l'épisode. Puis on continue là, peut-être un jour là, te recroiser dans différentes choses, ou différents contextes, ça ramène, mais ça me ferait plaisir. C'était super. Tu sais, je sais pas si c'est moi qui étais émotif depuis que j'ai des enfants, là, mais j'ai eu des frissons là, 5-6 fois. Là, j'ai acheté de tant mieux. Tant mieux, c'est ça mon objectif, c'est pas juste nourrir vos, tu sais, aller toucher vos têtes, je veux toucher les cœurs aussi, c'est parce que c'est de là que ça part. Ouais. C'est super. T'es super gentil, encore un gros merci. Merci. Ça me fait plaisir, bye. Beaucoup. Bye bye. Merci d'avoir écouté La Cote à Bagotte. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur la page Facebook La Cote à Bagotte Talk Podcast. À bientôt.